Bonjour et bienvenue aujourd'hui sur les rives du lac des Settons dans le Morvan avec, pour démarrer l'émission, l'essai de ce nouveau Mitsubishi Pajero. À propos, vous-même, vous aimeriez bien un 4x4 mais neuf, vous trouvez ça cher? Avez-vous pensé à l'occasion? Eh bien, nous répondrons tout à l'heure à cette question. Et puisque nous en sommes à l'heure des choix judicieux, le thème de notre enquête tout à l'heure sera « Que choisir entre une augmentation et une voiture de fonction ?» Enfin, côté éducation, nous vous apprendrons à maîtriser l'art de la glisse au volant d'une Porsche 911. Voilà un beau cadeau pour une fête des pères ou un anniversaire. Et c'est tout à l'heure en fin de turbo. Alors, le catalogue Mitsubishi accueille donc désormais ce nouveau Pajero, initialement réservé au marché d'Amérique du Nord et d'Asie. Vous le voyez, ce modèle très typé grands espaces américains et baptisé Sport devrait séduire en priorité les familles à la recherche d'un break 4x4 plutôt que les véritables amateurs de tout terrain. Le voici en tout cas à l'essai maintenant en turbo avec au volant Jean-Luc Porot. Sous sa jolie robe, le Pajero Sport cache en effet l'architecture de l'ancien Pajero châssis long. Personne ne s'en plaindra côté solidité car l'ensemble a fait ses preuves, mais un essieu rigide à l'arrière, c'est un peu rustique vu la vocation pas franchement tout-terrain de l'engin. Plus grave, on aurait bien aimé retrouver le récent 2,8 litres turbo diesel sous le capot, au lieu du petit 2,5 litres de 99 chevaux, un peu juste vu les 1900 kg de la bête. Heureusement, le Pajero Sport se rattrape à l'intérieur, en proposant un habitacle convivial, bien fini, bien équipé et surtout très vaste. 5 personnes y trouvent place sans problème. Et cela avec leurs bagages, puisque le coffre est même le plus vaste de la catégorie, avec un volume qui va de 500 à 1720 litres, banquette arrière rabattue. Sur route, le Pajero Sport n'a malgré son appellation pas grand-chose de sportif. Il se contente en effet de 152 km/h en vitesse de pointe et a quand même besoin de 38 secondes et demie pour avaler le 1000 mètres départ arrêté, ce qui lui vaut la lanterne rouge de la catégorie. En revanche, et on retrouve bien là sa vocation de gros break familial, il est plutôt confortable et rassurant à conduire. La tenue de route est bonne et cerise sur le gâteau, le voyage peut continuer lorsque la route s'arrête. Sur les petits chemins ou sur de la piste, le Pajero Sport fait preuve des mêmes qualités que sur le bitume. Il reste confortable et sécurisant, mais attention, même si ce 4x4 non permanent dispose d'une gamme de vitesse courte, ce n'est pas un engin de franchissement. Pour s'en convaincre, il suffit de voir les faibles débattements de suspension, les marchepieds et l'empattement extra long. En plus, cette version GLS Pack Plus facturée 210 000 francs ne donne pas vraiment envie d'aller casser du matériel. Le Pajero Sport est disponible avec 2 motorisations, un V6 essence 3 litres de 177 chevaux ou le 2,5 litres turbo diesel 99 chevaux de notre voiture d'essai. 3 finitions sont proposées, GLX de base sur le diesel seulement, avec en série double airbag, rétro et vitres électriques, condamnation centralisée des portes et radiocassette RDS. GLS ensuite, toujours pour le diesel, avec en plus des élargisseurs d'ailes, des jantes alu, une peinture bicolore, la clim et une console d'instrumentation centrale. Enfin, GLS Pack Plus, qui ajoute l'ABS et un intérieur cuir. L'an dernier, les ventes de 4x4 ont littéralement grimpé au sommet, puisqu'on a assisté à une progression de 25%. Par rapport à l'année précédente, c'est-à-dire 1997. 42 000 immatriculations, rien que sur le neuf, plus bien entendu les transactions d'occasion. Mais qu'ils séduisent les femmes plus sensibles au charme des petits 4x4 des villes ou les dévoreurs de bitume qui leur préfèrent bien entendu les engins les plus performants, les 4x4 restent à la base très chers. Alors, faut-il opter pour une première ou une deuxième main d'occasion? Christophe Chevalet a voulu savoir si c'était faire une bonne affaire.
Le 4x4, c'est le véhicule qui symbolise le mieux l'évasion et la liberté. Qui d'entre nous n'a pas rêvé un jour d'en acheter un ? Seulement, pour accéder à ce rêve, il faut débourser beaucoup d'argent. Alors pourquoi ne pas en acheter un d'occasion ? Eh bien, en 1998, vous êtes nombreux à avoir choisi cette solution. S'il s'est vendu près de 42 000 4x4 neufs, le marché de l'occasion a quant à lui explosé en dépassant le cap des 110 000 véhicules. Autrement dit, il se vend près de 3 fois plus de 4x4 d'occasion que de neufs. Alors, comment expliquer un tel engouement ? Essentiellement, ce sont des véhicules très chers neufs, donc il y a intérêt à les acheter au bout d'une certaine décote, c'est-à-dire au bout de 2 ou 3 ans. Et ce sont aussi des véhicules résistants qui sont faits pour durer, donc c'est des véhicules qu'on peut acheter d'occasion sans avoir trop d'inquiétude, en sachant qu'on va avoir un véhicule qui va durer longtemps, sans problème technique. Résistants ? Oui, ils le sont, et pour cause, avec de gros moteurs turbo-diesel de forte cylindrée. Des ponts rigides, un châssis renforcé capable d'encaisser les pires tortures. En somme, un 4x4, c'est construit comme un véritable camion. C'est vrai, c'est du costaud, mais cela ne justifie pas que les prix des 4x4 d'occasion soient si élevés. Il est courant de voir des véhicules surcotés de 10 à 20% par rapport à la cote Argus. La raison, elle est toute simple, c'est la loi de l'offre et de la demande. Comme il n'y a pas assez de véhicules, les prix montent. L'exemple type de cette situation, c'est le Toyota HDJ80. Il est quasiment impossible d'en trouver un en dessous de 100 000 francs, et ce, quelles que soient les années et le kilométrage. En somme, ces gros 4x4, ils sont un peu comme le bon vin. Plus ils vieillissent et plus ils se bonifient dans le temps. Alors, faut-il attendre plusieurs années pour en acheter un ou faire l'acquisition d'une première main ? Bien, c'est intéressant à partir de 2 ans, dans une fourchette de 2 à 3 années. Des véhicules de 50 à 100 000 km sont des véhicules de par la fiabilité qui peuvent encore faire de nombreux kilomètres, une fourchette de 200 000 km, 200 à 300 000 km, si on est dans le cadre d'un entretien effectué correctement. Et oui, l'entretien, c'est la clé. Et c'est encore plus vrai avec un 4x4. Même s'ils sont quasiment indestructibles, alors que faut-il vérifier avant d'en acheter un d'occasion ? On dit toujours vérifier s'il n'a pas fait de tout-terrain. Un 4x4 est fait pour faire du tout-terrain, ça se voit tout de suite, c'est pas tellement ça qui use le plus. Il faut vérifier avant tout, c'est le carnet d'entretien, c'est que toutes les vidanges ont été faites très régulièrement avec de la bonne huile, que le véhicule n'a pas été utilisé essentiellement sur autoroute, pied au plancher, parce que ça, les gros moteurs turbo-diesel ne supportent pas ça et n'aiment pas ça, ils vieillissent beaucoup trop vite dans ce cas-là. Qu'on l'achète neuf ou d'occasion, le coût d'achat et d'entretien d'un 4x4 est certes plus élevé que pour une berline. Mais en contrepartie, ils sont plus polyvalents, plus spacieux, plus sûrs. Et il ne faut pas l'oublier, ils peuvent même vous emmener au bout du monde. Est-il plus judicieux d'accorder à un salarié une voiture de fonction plutôt qu'une augmentation ? C'est une question que se posent de plus en plus les entreprises. Car en fait, si les PME ne peuvent rivaliser sur le terrain social avec les grands groupes structurés, elles peuvent en revanche, par le biais de la voiture de fonction, ajuster au cas par cas une gestion intelligente des ressources humaines. Enquête sur la voiture de fonction de Thierry Calmette. La voiture de fonction, en jargon de manager, s'appelle voiture de statut. 80% des entreprises pratiquent cette forme de rémunération déguisée. Un beau jour, une société décide d'abandonner le remboursement des indemnités kilométriques pour ses cadres. Elle propose une voiture de fonction en location longue durée à la place d'une augmentation de salaire annuel. Il ne s'agit pas de philanthropie, l'économie est substantielle. L'année dernière, au total, véhicule plus indemnité kilométrique versée, ça a représenté autour de 35 millions de francs. Là, on espère gagner 400 millions de francs à terme. C'est d'autant moins de la générosité que tout a été soigneusement étudié et calculé. La voiture attribuée à la place de l'augmentation ne doit rien au hasard. L'entreprise confie la gestion des 400 véhicules de son parc à cette société spécialisée qui s'occupe de tout. Ici, acheteurs de voitures neuves, vendeurs d'occasion, logisticiens et opérateurs prennent en charge du choix des modèles à la couleur des sièges, jusqu'à l'entretien courant. Donc un entretien de 80 000, c'est tout ? Non, justement, il faut changer les bougies de préchauffage. De l'assurance à la vignette, tous les tracas sont épargnés à l'utilisateur. 9902. Y compris le calcul de l'impôt, Voilà. c'est-à-dire on optimise. Bonne journée, au revoir madame.
Le marché français a une particularité, c'est que nous avons des véhicules dits fiscaux qui ont donc une TVA récupérable. Il est bien évident que, en fonction des besoins de notre client, nous allons conseiller tel type de véhicule ou tel autre, sachant que les privilèges fiscaux, entre parenthèses, liés à la location longue durée, sont relativement faibles. En fait, aucun chef d'entreprise ne veut avouer qu'il économise des taxes, des charges et des cotisations sociales. Chez les salariés, motus également. Un petit exemple, une Clio de fonction représente environ 40 000 francs d'augmentation annuelle déguisée. On roule toute l'année en famille, on ne rembourse pas de crédit et surtout, on évite de passer dans une tranche supérieure d'impôts. Et on peut prendre l'exemple d'un cadre qui gagnerait, disons, 600 000 francs bruts annuels par an. Le fait d'obtenir une Safrane, disons, une Safrane 2 litres 2 turbo diesel lui permettrait d'obtenir un avantage équivalent de l'ordre de 100 à 150 000 francs par an. Et les heureux bénéficiaires ne déclarent qu'un avantage en nature de 7 à 15 000 francs par an en moyenne. De quoi semer la zizanie. Ça pose des problèmes parce que les gens se comparent, ont tendance à regarder un petit peu ce que son collègue a comme voiture et vouloir la même en s'estimant avoir le même métier. Il nous est même arrivé dans le passé de désigler certains véhicules avant de les livrer au cadre, de façon à ce que les gens ne sachent pas que tel collaborateur roule dans une série 7 et qu'on puisse la confondre avec une série 5 classique. Alors aurez-vous vraiment le choix? La voiture de fonction peut être un cadeau empoisonné, car le jour de la retraite, plus d'avantages, seul comptera le salaire réel. Renault et sa Clio 2 démarrent l'année sur les chapeaux de roue avec des ventes à la hausse de 103%. Et d'ailleurs, c'est l'embellie pour tout le marché automobile français. Plus de 157 000 voitures ont été immatriculées en janvier, soit 14% de plus que l'année dernière à la même période. Peugeot maintient ses positions grâce à la 406 alors que la 206 n'arrive pas à suivre la demande, victime de son succès. Citroën, un peu à la traîne, entend inverser la tendance en réajustant ses prix. Et chez les étrangères, la Volkswagen Golf est numéro 1 des ventes devant la Ford Focus et l'Opel Astra. Des signatures contre la loi Guesso, presque 100 000 ont atterri mercredi dernier sur le bureau de la présidence du Sénat. Des automobilistes, des routiers, des motards se mobilisent en effet contre ce qu'ils qualifient d'excès répressif de la loi Guesso. La Fédération française des motards en colère dénonce aussi l'absence de débat au Sénat. Seuls 40 parlementaires étaient en effet présents lors de la discussion sur le projet de loi contre les grands excès de vitesse. Cette mobilisation risque de se poursuivre jusqu'à la présentation du projet à l'Assemblée nationale. Si votre rêve est de participer à un rallye-raid comme celui de Tunisie en tant que mécanicien ou copilote mécanicien, sachez que vous pouvez vous inscrire à l'opération La Part du Rêve 1999. Si vous avez entre 18 et 25 ans, si vous êtes issu d'un établissement d'enseignement professionnel, formation mécanique, envoyez votre candidature sur papier libre à l'adresse ci-dessous. Les heureux élus se retrouveront dans les dunes du 9 au 18 avril prochain. Au programme de Turbo, tout de suite après la pub, un reportage sur l'art de la glisse en 911, un coup de projecteur sur une star de la glace et du trophée Andros, l'Opel Astra d'Yvan Muller, et à l'occasion de Rétromobile qui vient d'ouvrir ses portes, un coup d'œil dans le rétro sur une bombinette de Peugeot, la petite 104 ZS2. A tout de suite. Maîtriser les chevaux d'une Porsche 911 2 ou 4 roues motrices sur circuit, et ce qui est encore plus coton, sur sol verglacé. Apprendre les freinages et les passages en courbe. Beaucoup d'entre vous en rêvent, bien sûr, ne serait-ce que pour ne plus avoir à redouter l'hiver sur nos routes. Rien de plus simple, vous prenez des cours, même direz-vous, et la Porsche. Eh bien, c'est ça qui est le plus important, c'est qu'il n'est pas nécessaire pour autant d'avoir une Porsche. Reportage et démonstration à l'appui sur le circuit de l'Alpe d'Huez, Jean-Luc Moreau. La neige, c'est sympa pour faire du ski, mais ça l'est beaucoup moins quand il s'agit de jouer Holiday on Ice sur la route. Pour rouler en toute sécurité, il faut donc petit A, acquérir de bons réflexes d'urgence, petit B, avoir un minimum de notion de pilotage, petit C, apprendre à maîtriser la glisse. 3 bons prétextes pour vous faire offrir, à la moindre occasion, un stage de pilotage sur glace. Bienvenue à l'Alpe d'Huez, merci messieurs d'être chez nous.
à la montagne. Évidemment, comme toute école, ça commence par de la théorie. Mais rassurez-vous, rien de bien méchant ni de bien long, car l'essentiel, c'est la pratique. Et puis, on est surtout impatient de se mettre au volant des derniers modèles Porsche, la 911 Carrera 4, 4 roues motrices donc, ou le Boxster qui est une propulsion. À dernier détail, il s'agit de voitures neuves, totalement de série, qui sont juste équipées de pneus neige. Nous sommes dans une Carrera 4 type tronique. Type tronique, ce qui veut dire boîte automatique, avec une position manuelle, qu'on peut sélectionner sur le volant. Alors le volant se travaille en tirant. Je vais faire quelques tours pour vous montrer. Premier tour donc de nuit, car le stage se déroule en 2 demi-journées avec un moniteur au volant pour une petite démonstration. Pour rouler en sécurité, c'est à vitesse constante pendant la courbe. Donc si on doit freiner, rétrograder, se ralentir, on va le faire avant la courbe. Donc logiquement, si on est à vitesse constante dans une courbe, le seul truc qui peut se passer, c'est que l'auto s'ouvre. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? C'est relever le pied de l'accélérateur. Ensuite, c'est à l'élève de rentrer en piste. C'est vrai qu'on éprouve une légère appréhension au départ, mais elle s'estompe vite quand on découvre l'incroyable efficacité de la Carrera 4 et de son système de contrôle dynamique de stabilité PSM. Avec lui, 300 chevaux sur la neige, c'est à la portée de tout le monde. Mais comme ici, le but c'est de maîtriser, eh bien figurez-vous que le lendemain, le PSM, on l'enlève. Alors aujourd'hui, on va travailler le démarrage faible adhérence et le freinage d'urgence. Donc on va essayer de s'arrêter le plus court possible sans solliciter l'ABS. Ce stage, c'est aussi l'occasion de tordre le cou à quelques idées reçues. Ainsi, dans tous les cas, savoir bien freiner procure une distance d'arrêt plus courte qu'en sollicitant l'ABS. Même chose sur la piste, c'est quand on s'énerve qu'on accélère fort et que ça glisse qu'on va le moins vite. Et ça, tout le monde peut en faire l'expérience. C'est à la fois des sensations inconnues et puis en plus de découvrir toute la sophistication du dernier modèle qui est vraiment efficace sur la neige. Et vous aviez déjà roulé auparavant avec une Porsche ? Jamais, c'est une très très grande découverte, c'est une très très forte émotion et c'est vrai qu'on remet plein de choses en question. C'est comme un jeu en fait, on vient s'amuser et on découvre des choses, c'est pas du tout dangereux, c'est vraiment à la portée de tous. Et pour une fois, c'est vrai, car il n'y a pas besoin d'être client Porsche ni d'être riche pour se faire plaisir. Hélas, le seul hic, c'est que la saison 99 est déjà finie. Mais le succès est tel que Porsche devrait renouveler l'opération tout l'hiver prochain. C'est la grande fête de la glisse, ce week-end à Paris, avec, vous le savez, au Stade de France, la super finale, pour la première fois donc, du Trophée Andros. C'est l'occasion pour nous, à Turbo, de tirer un coup de chapeau à un grand monsieur de la compétition, Dani Stobek, qui depuis 6 ans maintenant construit, pilote lui-même et fait courir les Opel des Glaces. Cette année, c'est une arme absolue qu'il a mise au point. 430 chevaux, un couple de 40 mètres kilos, un châssis carbone comme sur les F1. Non seulement l'Opel Astra est belle à voir, mais vous allez le constater, elle est aussi diaboliquement efficace. Un reportage de Pierre-Yves Godilla. La bande à Snobek, c'est un peu les tontons flingueurs de la glisse. Depuis 1992, Dani Snobek chasse sur les glaces du Trophée Andros avec une incroyable pugnacité. Plutôt placide dans la vie, cet homme devient un vrai faux volant. Résultat, 2 titres consécutifs sur le Trophée Andros, 3 titres aux 24 heures de Chamonix. Mais la réussite de l'homme ne s'arrête pas là. Dani dirige sa propre entreprise de préparation automobile et construit pour Opel les machines d'usine qui terrorisent la planète des glaces. Mais au fait, qu'est-ce qui te donne toute cette passion, Dani ? J'essaie toujours de tirer le meilleur et puis d'avancer et de préparer l'avenir. Donc c'est la passion qui me pousse à faire ça. Voilà. La passion, cette année, a généré l'Opel Astra, entièrement conçu par informatique dans les ateliers nivernais de Dani, sous la direction de Richard Arthur, l'ingénieur maison. On a attaqué l'étude au mois de juin et la première voiture roulait mi-novembre. L'Astra est une auto qui a été conçue 100% en informatique pour bien maîtriser à la base l'architecture de la voiture, c'est-à-dire la position de son centre de gravité, la position optimale des différents composants, que ce soit le moteur jusqu'au simple instincteur. Sous la carrosserie qui ressemble à la voiture de série, on a effectivement de véritables protos avec des technologies qui parfois se rapprochent de la Formule 1. Il y a quand même l'image du produit, il y a la voiture dont on veut assurer la promotion. C'était la Tigra l'année dernière, là cette année c'est l'Astra qui vient de sortir. Yvan, 44,71. Tu maîtrises là. Si King Muller a encore frappé très fort cette année, James Ruffier a aussi bien marqué la glace de son empreinte, comme par exemple le week-end dernier à Superbès pour la finale où le garçon a carrément remporté 2 manches. Alors pour Turbo, la bande à Snobek nous a offert un plaisir rare, s'installer l'espace de 5 tours sur le circuit de Superbès au volant de la voiture de James. Mais d'abord, les conseils de l'ingénieur. Donc, deuxième en avant, ouais, 3, 4, 5, 6 en arrière. Donc
débraye pour monter, on débraye pour descendre. Je redescends dans chaque épingle en deuxième, et à fond vers l'avant, je redescends toutes les vitesses. D'accord. Bien entendu, tout le monde connaît la petite Peugeot 104 dans sa période de commercialisation. Certains d'entre vous ont peut-être même fait l'acquisition de sa version ZS, véritable GTI de l'époque. Mais beaucoup moins certainement ont croisé sur leur route le modèle ZS2, bombinette de 93 chevaux, produite en 1979 à 1000 exemplaires. Philippe James, le président du club de cette petite socialienne, a entrepris désormais de retrouver, de regrouper tous les propriétaires qui en possèdent encore une. C'est que cette voiture, qui est exposée cette semaine sur le stand Peugeot à Rétromobile à Paris, a aussi une histoire sportive où l'on retrouve des noms aussi célèbres tels que ceux de Jean-Pierre Nicolas et de Jean Todt. Reportage d'Étienne Bruet. Commercialisée au printemps 79, cette petite 104 fut produite en version ZS2 pour pouvoir être homologuée en rallye. À l'époque, différents comparatifs de la presse spécialisée saluent cette petite bombe. Certains journalistes la préfèrent même à la référence du moment, la Renault 5 Alpine. Aujourd'hui, elle ne court plus vraiment les rues. Il en reste 35 recensés sur les 1000 exemplaires produits et pas forcément en très bon état comme peut l'être celle-ci. Tenez, justement, celle-ci appartient à Philippe James, président du club 104 ZS2. En la faisant entièrement restaurer chez Lecoq, carrossier de référence, il aura fallu à Philippe 8 ans de labeur, de patience et d'acharnement, presque un sacerdoce pour emmagasiner et retrouver les rares pièces de carrosserie spécifiques à ce modèle. Là, on voulait faire quelque chose de bien, puisque l'occasion se présentait en 99 de fêter le 20e anniversaire de la voiture. Donc on a essayé de mettre tout ce qu'on avait en neuf de côté pour l'aspect visuel et garder malgré tout ce qui était sauvable sur la voiture. Bon, je pense notamment les sièges qui sont encore très bien. Et, bon, ils ont le petit décoloré du soleil, mais au moins ils sont vraiment d'origine, quoi. Cette restauration aura nécessité plus de 200 heures de travail, de la carrosserie à la mécanique en passant par la peinture, plus belle encore que celle d'origine. Tout a été revu dans les moindres détails avec le plus grand soin, jusqu'au monogramme d'origine confectionné par ordinateur. Ce sont surtout les jeunes qui restaurent ces autos-là, parce que c'est les autos qu'ils ont vues dans leur jeunesse, rouler dans la rue, et dont ils ont toujours rêvé. Donc ils restaurent de plus en plus ce style de petites voitures sportives, bien sûr. Elles attirent en effet les passionnés parce qu'elles sont, comparées à d'autres, aussi et avant tout économiquement abordables. Entre l'achat et la restauration, on est dans une gamme en dessous de 100 000 francs. Donc bon, c'est vrai que c'est du plaisir auquel on peut normalement facilement accéder dès lors qu'on est un peu passionné. C'est un véhicule qui est peu coûteux à l'entretien, qui est fiable, qui est solide. Et je dirais à la limite avec lequel on n'a pas vraiment de soucis pour partir un week-end. On retrouve un petit peu ce qui est typique des voitures de compétition. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. 20 ans en arrière, avec ce type de voiture, les gens à la limite partaient de chez eux directement. La voiture, il y avait un arceau dedans, il y avait un casque et ils pouvaient directement aller sur les épreuves pour les compétitions, tourner la compétition, à la limite rentrer par la route. Il est vrai qu'à son époque, c'est une petite sportive de talent. Chez Peugeot Sport à Vélizy, on se rappelle très bien de ses exploits. C'était une excellente petite voiture qui ne permettait pas de gagner des rallyes, évidemment, mais qui, dans des conditions difficiles d'adhérence, était devant tout le monde. La preuve, les victoires aux 24 heures de Chamonix, à Serre-Chevalier et en rallycross. Et si finalement aujourd'hui cette petite 104 appartient désormais à l'histoire, l'avenir sportif de Peugeot, lui, il est là. Voici la jeune et fringante 206 WRC. Elle n'en est actuellement qu'au 3e mois de développement et de roulage. Elle a été revue entièrement depuis décembre, ce qui laisse supposer derrière un budget colossal. Malgré le retard, elle devrait être présente au Tour de Corse, première des 6 courses annoncées par le constructeur pour 99.
De la 206 de série, la WRC n'a quasiment rien gardé. Seul le pavillon, les portières ainsi que le capot n'ont pas été changés, règlement oblige. La WRC passe à 4 roues motrices avec une boîte séquentielle à 6 rapports. Installer les 4 roues motrices, ça n'a pas été un gros problème. C'est vrai que la voiture est petite. Le plus gros problème, c'est de tout faire rentrer dans un compartiment moteur d'une petite voiture. Le compartiment moteur n'était pas prévu pour avoir un turbo et c'est vrai, c'est ce qui prend beaucoup de place. Comme pour toutes les autres WRC, la puissance du moteur est plafonnée à 300 chevaux. Même si on n'a pas pu soulever le capot, ce 4 cylindres en ligne suralimenté n'est pas nouveau. Issu de la 405 Mi-16, il a déjà fait ses preuves en championnat du monde des rallyes. Bon, cette année, on s'engage officiellement sur 6 rallyes. En parallèle, on a programmé environ une grosse séance d'essai d'une semaine, toutes les 3 semaines. Donc, entre notre participation de cette année pour roder l'équipe, acquérir un peu d'expérience et les essais techniques, normalement, on doit être prêt. On est confiant pour être prêt pour l'an 2000. Les objectifs sont donc sans ambiguïté pour Peugeot, faire aussi bien sinon mieux qu'une autre lionne très célèbre en son temps, la mythique 205 Turbo 16 avec un titre constructeur dès l'an 2000 et pourquoi pas aussi en même temps le titre pilote. Quant à Philippe James, il n'en est pas encore à collectionner les 206, mais avec ses 18 adhérents, il ouvre désormais son club à toutes les 104 ZS. Alors, faites-lui appel. Le week-end prochain, nous serons à Séville, en Andalousie, pour essayer une importante nouveauté, la Rover 75. Importante, car cette anglaise d'allure très rétro et très comme il faut, a pour mission essentielle de plaire à un large public européen et donc de donner ce fameux coup de boost dont Rover a tant besoin depuis sa reprise par BMW. Cette nouvelle Rover 75 n'arrivera qu'en juin sur le marché, mais elle sera dès le week-end prochain pour un essai complet dans turbo. Coïncidence, elle arrive aussi à un moment où l'on constate que les Français boudent de plus en plus les berlines. Ce sera le thème de notre dossier. Nous irons également visiter Rétromobile, ouvert à la porte de Versailles toute la semaine prochaine. La championne de France de kart, Marie Hirt, nous fera partager ses rêves et ses projets. Nous essaierons la BM de course du nouveau trophée Z3, 340 chevaux qui décoiffent. Enfin, nous nous rendrons à Manille, aux Philippines, à la rencontre des Jeepneys. Une nouvelle fois, merci de votre fidélité. Au revoir et à samedi prochain.